on fait la première conférence autour de la contribution de l'éducation par la nature au développement global des jeunes enfants. Alors, c'est Michel et moi qui allons prendre la parole. Ce qu'on vous propose pour cette présentation-là, c'est on a déjà présenté l'éducation par la nature, donc on va tout de suite aller à, en fait, rappeler comment il y a un engouement actuellement en faveur de l'éducation par la nature. Mais on peut se poser la question, hein, il y a beaucoup de, on vous exposera le fait qu'il y a beaucoup une vision peut-être idéalisée ou idéaliste, je dirais, d'éducation par la nature, et on va aller voir, on va mettre cette perspective-là à l'épreuve des faits. Donc c'est un peu l'objet de notre présentation, donc je vais sans plus tarder passer à la prochaine diapositive. Vous allez voir, on va trancher un petit peu par rapport à la première présentation, pardon. On va être beaucoup dans les études quantitatives. Donc, on change un peu de... Ouais. Alors, oui, bonjour. Donc, les 8 principes dont Caroline a parlé en présentation d'accueil de la journée, donc, sont rapportés ici. Je veux juste mentionner que c'est intéressant de voir quand même qu'il y a un très bel écho à faire entre ces 8 principes-là et ce que Debra a présenté dans d'autres mots, mais je pense qu'on retrouve quand même en bonne partie l'essentiel. Alors, comme Caroline a mentionné, on assiste depuis quelques années à un vif engouement en faveur de ce qu'on appelle l'éducation par la nature à travers le monde. Pas toujours avec cette terminologie-là, mais quand même. Et juste à titre indicatif, j'ai trouvé un peu, avec des recherches assez sommaires quand même, on voit en haut à gauche, c'était l'évolution des milieux éducatifs préscolaires qui adoptaient le Nature-Based Education aux États-Unis. Là, on voit comment, à partir de l'année 2010, il y a eu vraiment une augmentation exponentielle et ça se termine avant la pandémie. Donc, on peut imaginer même qu'après, avec la pandémie, c'est allé en s'accroissant encore davantage. En écho, on voit en bas une cartographie qui illustre l'emplacement de certains milieux. À droite, on voit qu'on a pris vraiment... On aurait pu prendre un autre pays, là, mais on sait qu'en Europe du Nord, que ce soit les pays scandinaves, le Royaume-Uni, l'Allemagne, là c'est l'Allemagne où on voit, on a positionné sur une carte, c'est plus la montrer, mais on a positionné les milieux qui, eux, sont vraiment en ce qu'ils appellent les white kindergarten, c'est vraiment des milieux qui sont en pleine nature pour accueillir les enfants. Il y en a, je pense, plus de 3000 en avant. Et puis au Québec, en bas, la carte qui, elle, est constituée des milieux qui ont déjà amorcé ou qui sont en cours de démarche en étant accompagnés par la QCPE dans une démarche d'implantation d'éducation par la nature. Mais ce n'est que probablement la pointe de l'iceberg, parce qu'on sait très bien, puis je peux en témoigner, combien il y a un nombre très élevé de milieux de CPE, de groupes communautaires de garde familiale, de garderies à travers le Québec, ainsi que des milieux préscolaires qui mettent en œuvre ce qu'on appelle l'éducation par la nature, pour beaucoup d'entre eux en s'inspirant du cadre de référence ALEX, d'autres avec d'autres sources d'inspiration, mais qui s'abreuvent quand même à cette philosophie dont on va parler aujourd'hui. Donc, on voit que c'est quelque chose qui suscite un très grand intérêt. La question qu'on se pose en tant que chercheur, tout en étant aussi habité, je dirais, par des intuitions favorables, ne serait-ce que par nos propres expériences antérieures, mais en tant que chercheur, on se demande quand même, est-ce que c'est une vision réaliste? Alors, on a fait une petite recherche très, très rapide sur le web, pas du tout dans les écrits scientifiques, mais dans les écrits destinés à tout le public. Et j'ai gardé comme quelques petites phrases qui témoignent de la façon dont on parle de l'éducation par la nature. Alors, les enfants, de leur effet, de son effet sur les enfants, sont libres de dépenser leur énergie, plus attentifs, ils sont plus détendus, moins stressés, les compétences, bref, c'est merveilleux et les bienfaits de la nature sont infinis. Alors, j'ai trouvé ça, c'est extraordinaire. Qui, en voyant tous ces bienfaits-là, pourrait refuser une telle proposition? Alors, on s'est quand même demandé s'il n'y avait pas un peu de lunettes roses dans tout ça, puis s'il n'y avait pas lieu pour être un peu plus juste dans ce que l'éducation par la nature a à offrir, de se poser des questions pour être capable justement d'arriver avec un regard qui correspond à
idéalisé. Alors, on s'est demandé quels sont les effets avérés, donc qui sont bel et bien documentés sur le développement global des enfants de 0 à 5 ans. Alors, on va vous présenter dans les parties qui suivent des recensions systématiques pour la plupart des écrits qui sont récents. Vous les voyez à l'écran, je sais que vous ne les voyez pas beaucoup, c'est simplement pour vous dire qu'on va les décliner en fonction des codes roses avec les couleurs. Donc, la première recension dont on peut vous parler, c'est celle de Deng Qiu et ses collaborateurs, dont l'objectif était d'examiner les effets du jeu non structuré en milieu naturel, donc du jeu libre en quelque sorte, sur la santé et le développement des enfants, qui étaient âgés de 2 à 12 ans dans cette recension. Il y a quand même plus de 2927 articles qui ont été identifiés, mais il y en a juste 16 qui ont été conservés en fonction des critères d'exclusion et d'inclusion, bien sûr. C'est surtout des devis quantitatifs qui ont été retenus qui étaient préconisés dans les études retenues, je devrais dire. Il y a de 8 à 97 enfants qui étaient, de façon générale, compris dans les études. Les constats, je vais quand même aller rapidement, mais les constats, c'est que le jeu non structuré en milieu naturel aurait des effets positifs consistants sur l'activité physique et le développement cognitif des enfants, entre autres en lien avec leur imagination, la créativité et le jeu dramatique. Alors, vous voyez ici à l'écran un exemple d'études qui ont été répertoriées dans cette recension systématique des équipes. Par contre, ce que les auteurs nous disent, c'est qu'il y a quand même des limites dans les études qui ont été retenues. Ces limites-là, ce sont les suivantes, c'est-à-dire qu'il y a une grande hétérogénéité de la description de l'exposition du jeu structuré, entre autres, puis des outils de mesure. C'est comme s'il y a tellement une variété que finalement, on finit par pas mesurer tout à fait la même chose. Il y a aussi, ces études-là évaluent la qualité des études retenues et les études démontrent une qualité faible à modérée des devis méthodologiques. Donc, tout ça pour dire que ce que les auteurs nous disent, c'est qu'il faudrait mieux circonscrire le jeu non structuré en milieu naturel, puis les types d'environnement dans lesquels il se déploie aussi. Et ça nous permettrait de mieux étudier les effets sur la santé et le développement. Parce que dans le fond, c'est comme si on ne sait pas tout à fait bien ce qu'on mesure de façon précise, mais on ne sait pas les effets sont dus à quoi finalement. L'autre étude dont on veut vous parler, c'est celle d'une autre revue systématique des écrits de Johnston et ses collaborateurs. En fait, ils ont fait une grande recension, mais ils ont publié 2 articles avec cette recension-là. Donc, je vais vous parler de la première étude. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est déterminer si l'éducation par la nature était associée au développement social, émotionnel et cognitif des enfants de 2 à 7 ans. Ils ont aussi exploré la perception qu'ont les enfants, les parents et les praticiens de l'effet justement d'éducation par la nature. Les résultats ont porté sur 1370 articles, mais seulement 36 études retenues en fonction de leurs critères à eux. Là où je veux attirer votre attention, c'est sur les types d'exposition. Rappelez-vous, on se disait juste avant, il faudrait déterminer les types d'exposition. Dans cette étude, ils l'ont fait. Il y a 20 études qui portent sur l'immersion en milieu naturel, 10 sur une cour naturalisée, 4 qui contiennent des éléments naturels spécifiques et 2, c'est du jardinage en fait dont il est question. Ce que cette étude-là fait ressortir comme constat, c'est qu'il y a des liens positifs entre l'éducation par la nature et l'autorégulation des enfants. Ce résultat-là est particulièrement intéressant quand on sait que l'autorégulation, Noémie va nous en parler, l'autorégulation est vraiment associée à la réussite éducative des jeunes enfants. Donc, c'est quand même un résultat intéressant et porteur. Il y a des liens positifs aussi entre les compétences sociales, entre l'éducation par la nature et les compétences sociales, le développement social et émotionnel et la relation à la nature, la conscience de la nature et le jeu. Ils ont observé des associations inconsistantes cette fois-là. Donc, parfois, ils obtenaient l'association, parfois pas, dans d'autres études, entre l'éducation par la nature et l'attention, l'attachement, l'initiative et le respect de l'environnement, entre autres. Ils ont aussi découvert une association négative entre l'éducation par la nature et les difficultés de comportement. Donc, plus on va en éducation par la nature, on œuvre en éducation par la nature, moins on vit de difficultés de comportement. L'hypothèse qu'ils avancent, ces auteurs-là, c'est que ce serait vraiment grâce au fait que l'environnement est riche et diversifié en éducation par la nature. Bien,
c'est ça qui permettra aux enfants d'avoir la possibilité de s'engager dans différents types de jeux. Et tout ça serait favorable en quelque sorte à leur développement social, émotionnel et cognitif. Donc, ce n'est pas nécessairement un lien direct, mais il y a encore en tout cas les mécanismes auxquels on peut réfléchir là, pour comprendre tout ça. Vous avez un résumé du tableau, je vous fais grâce de tout ça, mais vous avez une synthèse en fait de ce qui est ressorti en fonction des 4 types d'exposition à la nature. Donc, je vais passer. Les limites de l'étude. Donc, je reviens à la première étude dont je vous ai parlé. Ce qu'ils nous disent dans les études qui ont été retenues dans la recension, c'est que les échantillons sont de petite taille. Donc, ça permet moins la généralisation. Et la qualité de la plupart des données méthodologiques est faible. Et ça pose problème. Je vais y revenir un petit peu juste après. La limite de la recension elle-même, le travail qui a été fait par les auteurs, bien, ce que les auteurs nous disent, c'est que finalement, ça n'inclut pas les enfants qui ont des besoins de soutien particuliers. On aurait intérêt à les intégrer davantage dans les études. Et les standards de qualité, il y a un problème avec ces standards de qualité-là, entre autres en recherche sociale, parce que quand on applique les standards de qualité, bien, d'emblée, il y a tout plein d'études qui ne répondent pas parce qu'on n'est pas dans des conditions contrôlées comme en médecine, par exemple, on est avec l'humain. Donc, il y a plein de facteurs qu'on ne contrôle pas et ça élimine plein d'études d'emblée. C'est ce qui fait qu'on finit avec un petit nombre d'études. Donc, il va falloir réfléchir à tout ça. Mais ce qu'il faut faire, surtout, là, c'est mieux comprendre, c'est ce que vous avez dans l'encadré un petit peu plus foncé, c'est mieux comprendre les mécanismes. Et c'est peut-être là où on est rendu en éducation par la nature. Bien sûr, à continuer à documenter les effets, mais à comprendre les mécanismes par lesquels l'éducation par la nature vient influencer le développement socio-émotionnel, entre autres social et cognitif des enfants. Donc, en décrivant davantage de façon plus fine l'exposition à la nature, puis aussi en ayant des méthodes qui sont plus robustes sur le plan méthodologique. Du moins, c'est ce que les auteurs nous disent. Ce volet qui est plus consacré à la dimension du développement moteur, également physique du jeune enfant. Alors donc, dans ce cas-ci, ils ont retenu 1370 articles, mais en fait, ils ont répertorié au départ, identifié 1370 articles, desquels ils en ont retenu 39, un peu plus. Et parmi ces articles-là, il y en a un certain nombre, en fait, la plupart étaient plus quantitatifs. Donc, quand il s'agit d'observer la dimension physique et motrice, on dirait qu'on y va plus avec des données quantitatives. Les mêmes types d'exposition, donc je n'irai pas plus loin. En fait, on peut avancer rapidement. Les constats de ce côté-là étaient avec le fait qu'il y avait des corrélations positives et consistantes là, entre en éducation par la nature, une diminution de la sédentarité et également l'amélioration sur le plan de l'équilibre. Par contre, c'était plus inconsistant quand il s'agit d'associer l'éducation par la nature et l'augmentation de l'activité physique modérée à rigoureuse, ainsi que l'amélioration de la vitesse, de l'agilité, toutes les habiletés de contrôle des objets. Alors, ce qui ressort de ça, c'est de cette étude-là, en fait, de cette recension, c'est que l'éducation par la nature favoriserait plus d'activités physiques intenses et de jeux comportant des risques sur le plan qualitatif. Donc, plus d'activités physiques intenses et de jeux comportant des risques qui, à leur tour, pourraient contribuer aux compétences motrices. Alors, on voit que même dans leur propre étude, il n'y a pas complètement cohérence entre ce qui ressort des études quantitatives et ce qui ressort des études qualitatives. Puis, finalement, les limites des études qui ont été retenues et de la mensuration sont assez semblables, donc je ne les répète pas. Et les constats, effectivement, les recommandations étaient encore là à l'effet d'essayer de décrire de manière un peu plus spécifique, plus précise de quoi on parle quand on parle d'exposition à la nature. Également, peut-être d'envisager des études longitudinales où on peut suivre les enfants sur plusieurs années pour voir dans quelle mesure les effets, les bienfaits dont on parle sont durables et persistent. Puis qu'on ait des méthodes mieux adaptées aussi, dans ce cas-ci, à la petite enfance, parce qu'on a constaté que parfois les outils, les instruments de mesure qui sont utilisés sont peut-être pas toujours bien adaptés à la réalité des jeunes enfants. Voilà. Alors, ce qui fait que ça nous amène, alors on vous a présenté là, rapidement en rafale les recensions récentes qu'il y a eu, entre certaines d'entre elles qui
sont plus saillantes. Puis ce qu'on voit à l'écran, on a choisi cette photo-là parce que nous, en prenant connaissance, en s'appropriant tout ça, ce qui ressort, c'est plus de dire, mais il y a encore beaucoup de brouillard. On a beaucoup d'enthousiasme, il y a plein d'études qui disent des choses intéressantes, encourageantes, mais en même temps, il y a encore beaucoup de choses à connaître. On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, sous le brouillard, il y a certainement des choses qui sont réelles, mais c'est encore difficile de vraiment les préciser et encore des travaux à faire là, pour mieux comprendre afin de pouvoir mieux mettre en pratique là, ce qui en dégage. Sans ça, dégage. Il me reste très peu de temps, donc je vais quand même prendre le temps de vous présenter une diapo. Il y a quand même, on vous fait un portrait un peu, oh là là, c'est un peu décourageant, mais il y a quand même de l'espoir parce qu'on comprend quand même des choses actuellement. Je vous parlais des mécanismes, puis il y a une étude de Kuo et ses collaborateurs qui est vraiment intéressante. Et ce qu'elles ont fait, ce que Kuo a fait en fait, c'est de répertorier plusieurs études, un peu comme ce qu'on vient de vous présenter. Puis elle émet l'hypothèse que je vous présente, le modèle, je vais le faire de façon très synthétique, mais l'hypothèse actuellement, c'est que le contact avec la nature, avec tout ce que ça comprend, là, vous en avez des éléments dans la boîte, dans le boîtier vert, là, le fait d'être en jeu libre, différentes expériences comme ça, le contact avec la nature exercerait un effet sur l'apprenant et sur le contexte d'apprentissage. Et l'apprenant et le contexte d'apprentissage s'inter-influencerait aussi, ce que vous avez au centre dans les boîtiers rouges. Et tout ça, c'est ce qui ferait qu'on aurait des effets sur la réussite éducative, entre autres, et le développement personnel. Donc, on est en train de mieux comprendre quand même l'hypothèse derrière les effets de l'éducation par la nature, mais il faut poursuivre là, pour confirmer, arriver à confirmer tout ça. Alors, on a une nouvelle étude qui est en cours, une étude de la portée cette fois-ci pour essayer de mieux comprendre justement ces mécanismes autour du développement global. Alors, la question que moi je vous pose, qu'on vous pose, c'est quelles implications tout ça a pour les chercheurs, et les praticiens aussi, hein, c'est pas clair pour nous, chercheurs, le portrait qui se dégage. Alors, imaginez pour les gens de la pratique et les décideurs aussi politiques. Je vous laisse sur la question. On aura peut-être la chance d'y répondre au cours de la journée.